Mais chacun va me dire, et puis je commence à dire ce qu'on ne doit pas dire. Oh, c'est ce que je voulais dire. Hein? Hein? Toi, tu veux... Ah non, il a déjà dit ce que je voulais dire. Non, trouve quelque chose. Même s'il a dit quelque chose, que tu voulais dire, cherche autre chose. Hier, nous étions ensemble pendant toute la journée et nous avons vu certaines choses. Maintenant, c'est à vous de me dire, chacun de vous va me dire qu'est-ce qui vous a le plus étonné, est-ce que vous avez retenu, est-ce qu'il y a une question que vous avez encore par rapport à la matière de hier. Là, vous le dites d'abord en vrac, et puis moi, je vais commencer à poser certaines questions par rapport à la matière. Volontaire. Il faut quoi volontaire dire? Alisema bien le truc en global draguer signifiait le truc en global plaidoyer. Est-ce que j'ai dit ça? Qu'est-ce que tu as appris? Draguer, c'était plaidoyer. Bon, il y a retenu autre chose. Ouais. Ce que j'ai retenu dans la formation d'hier, c'est que j'ai eu la capacité de faire porter à quelqu'un mes valeurs afin qu'il se sente appartenir à ma cause, en fait, d'être mon influenceur dans l'affaire que j'ai. Que vous cherchez. Oui. Moi aussi, ce que j'ai retenu, c'est que lorsque je veux plaider vers ma cause, vers quelqu'un, je dois faire à ce que cette personne comprenne qu'il y a sa part dans ce que je suis en train de plaider. Donc, il sera aussi bénéficiaire dans cette demande que je fais. Bon, moi aussi j'ai retenu certaines étapes concernant les cycles de plaidoyer, notamment l'identification du problème. C'était quoi? Quelle est la nécessité d'identifier le problème? La nécessité d'identifier le problème, c'est de vouloir réellement le vrai problème. Donc, il faut qu'on se pose la question sur le vrai problème pour ne pas faire un plaidoyer sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Sur quelque chose, ça c'était l'identification. On est dans le cycle. Ah, je ne suivais pas ce qu'il disait parce que je pensais à ce que j'ai maintenant. Bon, dis-nous ce que tu as retenu. Ce que moi j'ai retenu hier est que quand je fais le plaidoyer pour quelqu'un, je dois toujours me munir de mes documents. Parce que le plaidoyer est opportuniste. Je peux avoir un temps, l'opportunité de glisser quelque chose et je le glisse sans problème et le problème sera continuel. Ce n'est plus moi qui suis, mais les autres qui ont suivi, ils peuvent faire le plaidoyer à ma place. Ce que j'ai retenu. Ok. Et moi, ce que j'ai retenu hier, c'est que le plaidoyer se fait toujours pacifiquement. On n'a pas besoin de se bousculer pour faire le plaidoyer. Pas comme Alain. Oui. Pas comme Alain. Pas comme Alain. Moi, hier, j'ai été édifié par les 5 principes de la plaidoyer. Le plaidoyer. De plaidoyer, je veux dire. Et je suis parti avec l'idée qu'il faut être crédible. Pourquoi faudra-t-il être crédible? On a dit qu'on devait être crédible. Pourquoi? Et comment d'abord on trouve sa crédibilité? Allez au chasseur. Par la transparence, l'honnêteté. Par la transparence, l'honnêteté. Est-ce que c'était ça il est une courée de validité? C'était de la légitimité. Aïe, on a changé. Comment peut-on faire un grand travail de plaidoyer
comment notre travail de plaidoyer peut être crédible. Crédible, tu as déjà parlé. Oui, en fait, je voulais, par rapport à ces points, ce que j'ai retenu surtout, c'est lorsqu'on nous a dit, pour que nous puissions être crédibles face à d'autres personnes, nous devons nous rassurer que nous sommes en train de donner les faits tels qu'ils sont présentés sur le terrain. Donc vraiment, pas de suppositions, pas de rumeurs, pas de présomption, les faits. Ça nous rend crédibles. Quel était l'autre élément sur ce légitimité? Qui veut nous parler de la légitimité? Ah, tu as déjà parlé. Légitimité. Qu'est-ce qu'on a dit sur la légitimité? On a dit sur la légitimité, on a dit que il faut quand vous êtes devant, quand vous plaidoyez, il faut avoir. Vous faites le plaidoyer. Quand vous faites les plaidoyers, il faut avoir une sorte de légitimité. Donc quand on te dit, on te pose une question, est-ce que vous... Je ne sais pas comment expliquer. Donc. Expliquez seulement comme ça. Bon, vous êtes devant un effet. Peut-être vous plaidez pour le cas de Mirabeau. On te pose la question si vous êtes concerné par quoi ou pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qui vous donne le droit d'interférer? Et qu'est-ce qu'on avait dit? Comment on peut contourner lorsqu'on nous pose une telle question? Si, madame. Comment on peut... Quand on veut montrer que nous sommes légitimes, on doit faire quoi? Une des choses que nous devons faire qui montre notre légitimité. Voilà. Alors, parmi les choses qui peuvent montrer que nous sommes très légitimes, mais pour la cause sur laquelle on plaide, il faut utiliser le principe de gagnant-gagnant, c'est-à-dire on doit se retrouver sur la cause objet du plaidoyer. Bon, quelqu'un d'autre qui va ajouter. Pour prouver qu'il y a légitimité, vous pouvez utiliser les bénéficiaires. Vous pouvez travailler avec. Écoute d'abord, écoute. Vous pouvez travailler avec, ou bien pas, ou bien vous. Non, tu exagères maintenant. Il est embellé, les gnous, vous travaillez avec les bénéficiaires. Il faut avoir un élément qui montre que les bénéficiaires, les détenteurs de droits sont concernés dans cette question et vous ont mandaté. Ou alors vous-même, vous en faites partie. D'accord? Il y avait un autre principe. Qu'est-ce que toi tu as retenu le principe? Vous avez parlé de accountability. Accountability. C'était quoi? Je vais traduire ça, l'accountability. C'est la responsabilité. Nous avons dit quoi par rapport à ça? C'est-à-dire la responsabilité du plaidoyer. Vous qui voulez prendre la cause, et alors votre responsabilité dans... C'est ça. Dans la cause, ça. Dans les faits, quoi. La responsabilité. La redevabilité. Qu'est-ce qu'on a dit là-dessus? Là, comment? Rendre compte à qui? Aux bénéficiaires. Aux bénéficiaires. D'abord, vous appelez adversaires. Voilà. Vous comprenez? C'est Philippe qui parle. Ce ne sont pas des adversaires. On ne se bat pas. Dans le plaidoyer, on doit être amis. Ils ne peuvent pas être adversaires. Ce sont des partenaires. Alors, l'autre, c'était quoi? Le service. Le service. On a déjà parlé du service. Qui peut élaborer là-dessus? Le service.
C'est là. J'étais vu. Hein? Le service. Elle a dit à Cache, on ne va pas me voir, je te vois. PDG attendu du service, c'est qu'il faut montrer l'intérêt entre les deux parties. Que vous avez intérêt et que votre bénéficiaire aussi a intérêt. On a touché à tout cacheté. Quoi d'autre on a retenu? Narudi a tenu quoi? Le pouvoir. Voilà, le pouvoir. On a parlé. Est-ce qu'on a développé le pouvoir? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on va développer le pouvoir. C'est fini pour hier. Autre chose. Bon, en fait, ce que moi j'ai retenu est que quand vous faites le plaidoyer, vous devez vous rassurer que vous avez atteint la personne capable de prendre la décision, les responsables, les décideurs. Et on l'appelle comment la personne là? On avait un terme. On l'appelle les décideurs. Cible. Il faut connaître qui est la vraie cible. Il ne faut pas passer son temps à aller perdre son temps chez des gens qui n'ont aucune décision. Les huissiers. À la pour gérer. Oui, allez-y. Autre chose qui m'a fort marqué, et c'est même dans la vie courante, c'est la prise de décision. Il faut prendre la décision pour... je comprends pourquoi toi tu le dis. Je vais maintenant poser une question puisque c'est lui qui le dit. Les gens ne comprennent rien à rien. Corruption, ishakupita. On a essayé par tous les moyens. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? Pas tout. Parce que toi, tu connais la réponse. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? Je pense que ouais. Dans ce sens-là, on doit faire un choix, soit on fait l'activisme ou on fait le plaidoyer. Parce que vous avez dit que le plaidoyer, ça ne consiste pas à faire un contrepoids contre son partenaire. C'est une négociation, c'est une communication entre les deux parties. Mais l'activisme, c'est une autre étape hors du plaidoyer. Et qui est celui qui veut... C'est comme étape. Hein? C'est tout autre chose. C'est tout autre chose à part le plaidoyer. C'est oh non, ou que je m'ai dit plaidoyer, je n'ai pas mon activisme. Comment elle a changé? Donc c'est ma vie. Les gars, on a changé. Donc il dit l'école, on n'a pas bingui. On a changé. On n'a pas bingui. Oui, maman. Une autre chose que j'ai aussi retenue, c'est que c'est mieux de se rallier aux personnes qui vous ont déjà précédé dans les plaidoyers que vous voulez faire. Par exemple, il y a un autre groupe de gens qui plaident pour la même cause que vous voulez entreprendre. C'est mieux de se rallier à ces gens pour aller ensemble plaider chez la même cible. Pour éviter la duplication. Est-ce que vous aviez vraiment besoin de tricher? Si vous n'avez pas eu à bio. Pour atteindre mon objectif, je peux voir Esther parce que lui sera capable de voir Henri. Je veux voir Henri parce qu'Henri pourra parler à Kanyere. Voilà. Oui. Ok, je me souviens encore, nous avons fait une illustration. Bon, malheureusement, nous n'avons pas ici le tableau, mais on a montré que quand vous faites la boycott ou les boycotts? Bon, les boycotts. Quand vous faites les boycotts, en tout cas, il n'y a pas... Donc, on a montré un dessin là, des contenus, donc c'était rouge quand vous faites les boycotts. Mais quand vous utilisez donc les plaidoyers, on a montré un dessin là, c'était vert. Oui, donc là, oui, il y a l'harmonie. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Aussi j'ai compris que tout plaidoyer est nécessairement... Non. Tout lobbying est nécessairement plaidoyer, mais tout plaidoyer n'est pas nécessairement lobbying. Ralliant les principes de crédibilité à l'exemple que vous venez de donner précédemment, vous venez de poser une question. C'est un exemple que vous avez donné. Nous avons des idées ou des présomptions selon lesquelles il y a une corruption vraiment
à grande échelle dans notre administration publique peut-être. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est là où moi je reviens. Monsieur Naralia, cet exemple, au principe de crédibilité, moi je voulais donner quelque chose. On doit d'abord mener des investigations, c'est l'assurer que vraiment il y a corruption. On doit avoir des preuves palpables et on doit aussi mener des recherches par rapport à ce que dit la loi par rapport à la corruption dans la fonction publique, en fait de mener des actions concrètes et crédibles aussi. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon, c'est fini pour hier. Il n'y a plus rien à faire ici. Vous connaissez tout. Il y avait votre... Vous vouliez dire quelque chose? Je voulais dire que les plaidoyers aussi consistent à avoir aussi de la patience. Parce que si vous allez trop vite là... Est-ce que vous pouvez augmenter? Il y a ce qu'aussi on a dit que quand on est en processus de plaidoyer, il faut vilipender. Vilipender, donc il faut faire des campagnes. Vilipender pour qu'ils n'utilisent plus jamais ça. Qui peut me définir ce mot-là? Ça veut dire quoi, vilipender? C'est toute action qui a trait au mépris, donc quelque chose qui montre la négligence. Ma tapage. C'est pas Je pense qu'on peut rentrer dans la salle. On a fait notre récap. On voit qu'on a retenu des choses. Touroudier, c'est ça, Moussal, pour qu'on aille continuer à parler avec le pouvoir. Voilà. D'accord? Ça. L'aspect du pouvoir, parce que parfois, pour ce qui concerne le plaidoyer, on aura à entrer en contact avec les personnes qui ont le pouvoir. Mais vous devez retenir que parfois les choses n'ont pas l'air de ce qu'elles sont. Une des raisons pour nous de regarder l'aspect du pouvoir, c'est parce que tout simplement, il y a des moments où les choses n'ont pas l'air de ce qu'elles sont. Donc, je disais bien, parfois les choses n'ont pas l'air de ce qu'elles sont. En termes de pouvoir, nous devons d'abord évaluer le pouvoir de tous les acteurs impliqués par rapport à nous et par rapport aux autres. Lorsque nous sommes en train de parler des parties prenantes par rapport au plaidoyer, nous devons nous interroger sur leur pouvoir. Ils ont quel pouvoir? Et comment on doit traiter? On doit savoir qu'il y a trois sortes de pouvoirs. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir visible. Le pouvoir visible. Quand on parle du pouvoir visible, c'est tout simplement la personne... Lorsque vous dites, nous devons, on a dit là dehors que nous devons identifier la cible, la vraie cible. Qui est notre cible? Pour ne pas passer notre temps avec le huissier. On doit savoir qui est la cible. Mais parfois, la cible également n'a pas le pouvoir. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir visible. Pouvoir visible, c'est comme je vous donnais l'exemple hier, il y a le ministre provincial d'énergie hydraulique ou bien le ministère du plan. C'est lui qui a été nommé. Hiérarchiquement, on sait que c'est lui qui est responsable. Ça, c'est le pouvoir visible. On sait que pour les questions de l'éducation, il faut aller chez le ministre de l'Éducation. C'est lui qui a été nommé, on le connaît. Et si une décision doit être prise, c'est lui qui signera sur la décision. Sa signature, c'est lui le répondant en fait. Ça, c'est le pouvoir visible. Mais dans le plaidoyer, vous devez savoir que parfois, le pouvoir visible ne correspond pas réellement au vrai pouvoir. Quelqu'un peut être visiblement le détenteur du pouvoir, mais en réalité, ce n'est pas lui le vrai répondant qu'on doit aller voir. Je vous le dis pourquoi? Parce que vous devez rechercher le vrai, la personne qui a le vrai pouvoir. Et cette personne peut ne même pas être dans le gouvernement. Ça peut être quelqu'un qu'on ne voit pas à la télévision.
Et le pouvoir visible, la personne qui a ce pouvoir-là, on le définit très bien dans les documents officiels. Il y a une ordonnance qu'il a nommée comme celui qui a le pouvoir visible. Il peut avoir quelque chose à dire sur la question qui vous intéresse, tout comme il peut ne rien avoir, rien à dire sur la question qui vous intéresse. Alors, il faut toujours se poser la question, est-ce que celui qui a le pouvoir visible correspond réellement à celui qui a le pouvoir? Vous comprenez? Je vous donne un exemple. Il y a ces choses-là qui ne se faisaient pas, vous ne comprenez pas pourquoi les choses se font, c'est tout simplement parce que il y a des... Comment on appelle ça? Au niveau du parti politique de quelqu'un, tu fais partie d'un parti politique, et le parti politique a des enjeux. Alors, toi, en tant que quelqu'un qui a été nommé par qui a été envoyé là-bas par ton parti politique, il n'y a rien que tu peux faire qui n'est pas en accord avec ton parti politique. Parce que tu dois nécessairement respecter les enjeux de ton parti. Vous comprenez? Alors là, nous passons au pouvoir caché. Le pouvoir caché détermine l'agenda politique. Donc, quelqu'un peut avoir le pouvoir visible, mais en réalité, c'est lui qui détermine toutes les choses, c'est celui qui détermine l'agenda politique du groupe dans lequel il se trouve. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Comme on peut perdre à Yassema, il est question. Le vrai pouvoir, parfois, se trouve dans le pouvoir caché. Donc, on a un pouvoir visible, a signature, ta décision, c'est moi qui signerai, mais il y a un pouvoir caché, je réponds devant quelqu'un. Je réponds devant un groupe, je réponds et je dois nécessairement rentrer là-bas. Troisième cas, le pouvoir invisible. Caché. Mais tu peux quand même faire comme ça, tu peux le... Donc le pouvoir caché, tu peux le voir, tu peux savoir qui a le pouvoir et la personne. Mais le pouvoir invisible, c'est pas tangible. C'est pas tangible, c'est pas... Par exemple, mon amambia a fait quitte, on a combien, mais je ne peux pas faire ça. Comment maintenant faire notre stratégie de plaidoyer lorsque nous sommes en face d'un pouvoir visible, donc à visage ouvert? Pour le pouvoir visible, il faut faire le lobbying, il faut faire le suivi, la négociation, il faut s'engager dans le processus éducatif. Mukumbuke, on a dit, le plaidoyer, c'est pour aider les personnes à prendre conscience. Et comme on les aide à prendre conscience, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement coulées à titre éducatif. Il faut peut-être utiliser aussi les médias, il faut faire des recherches, il faut faire la marche pacifique à comprendre, mais il faut une collaboration et renforcer les organisations pour développer le pouvoir collectif. Donc, on n'a pas pouvoir visible, aller avec lui comme un groupe, aller vers lui comme un groupe de gens, n'allez pas seul. Alors, pour le pouvoir caché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire des alliances, trouver des gens qui peuvent être alliés à ce pouvoir caché-là. Il faut chercher vraiment alors, renforcer les capacités de coalition et mobiliser autour d'un agenda commun. Trouver quand même chez le pouvoir caché qu'est-ce qui peut vous unir avec lui pour que mon dans le même camp. On trouve toujours quelque chose. Alors, et puis il faut faire des recherches et disséminer l'information. Pour le pouvoir invisible, il faut une éducation pour augmenter la confiance en soi. Autre chose, par rapport au pouvoir invisible, c'est également
comment on appelle ça, ce que nous sommes sur le plan psychique. Hein? Moi j'ai parlé là, le pouvoir invisible, ça peut être vos croyances. Mais les croyances, ce n'est pas nécessairement par rapport à je crois en Dieu ou je crois aux autres forces. Ça peut également être la croyance sur vous-même. Ça peut vous handicaper vous-même. À un certain moment, on est à quoi ou tellement comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Low self-esteem. Il y a c'est comme ça qu'on appelle. Non, il y a un terme. Tu es incomplexé ou qu'on a complexe d'infériorité. Une personne elle-même peut être le pouvoir caché, le pouvoir invisible, il n'est pas quoi, il a en difficulté parce qu'il y a un complexe d'infériorité. Il y a des gens hawezi kusema mbele ya batu tout simplement parce que anawaza kaka batu yote biko yulu yake biko chini biko yulu yeko chini. Nous avons le pouvoir si nous montrons que nous sommes avec et les bénéficiaires ou bien nous sommes un grand nombre de gens. Alors, soyez légitimes, c'est-à-dire vous représentez des gens, que ce ne soit pas où l'y interférer, on a droit à interférer. Formez les alliances avec les autres pour pouvoir faire la même action. Il n'a pas parti à une certaine force. Il y a tout pouvoir interne, c'est croyez en votre message. Si vous ne croyez pas dans ce que vous êtes en train de faire, moitié tout. Si vous ne croyez pas que c'est un droit et que ce droit-là, vous devez l'arracher, laissez, abandonnez, moitié. Négocier sur... Ça vous donne également un pouvoir. Parce que vous êtes en train de négocier sur un terrain gagnant-gagnant. Atakupatia lisikio yake. Jua naona kama, naona kumbuka kama na yeye, iko na mabesoin zenyewe, uneza kuangalia. D'accord? Alors, maintenant, il y a un autre point, c'est sur les politiques. Ici, nous parlons des normes. Nous voulons influencer les normes de notre pays. Nous voulons qu'il y ait un changement dans les normes. Dans ces conditions, il faut d'abord se demander, vous voulez parler de la politique foncière, il faut savoir également, n'allez pas chez les ministres. Vous savez que les lois, ni au Parlement. Donc, il faut savoir c'est où exactement où je dois aller m'adresser. Est-ce que je dois aller dans une commission qui est déjà... Parce qu'il faut savoir également qu'au sein du Parlement, on a pas ma commission. Est-ce que je dois aller dans une commission? Hémicycle est d'une député 500. Donc, tu ne peux pas aller seulement au Parlement pour 500. Tu parles à qui? Tu vois qui? Il faut savoir qu'au sein de l'hémicycle, comme ma commission, va trouver les gens de la commission. C'est mieux que de se perdre en train de chercher dans 500 personnes qui est la meilleure personne. Alors, tu dois aussi te demander, chaque loi, chaque politique, il n'y a pas un processus, il y a une planification. Ça ne se fait pas tout, non. Il y a un processus par lequel ça passe. Il faut maintenant se poser une question. Ils sont où par rapport à la planification de cette question-là? Est-ce que il est à l'ordre du jour, comme on peut dire? Donc il faut savoir, dans le processus de planification d'une politique, on se retrouve à quel niveau? On est à quelle période par rapport à cette politique? Ils l'ont planifié comment et on est à quelle période? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? La politique passe par des étapes. Étape, il y a quoi? C'est la phase de récolte d'informations. Même au niveau, une commission va vers la récolte d'informations avant de créer une politique ou une loi. Bananzaka kwanza kufanya récolte d'informations.
Ça, comme on a fait une récolte d'informations, il faut identifier les personnes qui sont impliquées dans cela et avoir des contacts personnels avec ces personnes-là. Il faut savoir ni banani biko mui niveau ya récolte d'informations. Il faut également se poser la question, est-ce que biko déjà phase de conception? Alors, si ils sont dans la phase de conception, il faut identifier les experts. Qui sont les experts qui sont en train d'écrire cette loi? Comment on a quitté pour faire passer? Vous cherchez ces experts là-bas et vous allez entrer en contact avec eux pour que banani pour que vous puissiez travailler ensemble. Ensuite, phase de prédécision. Donc, ni qu'on n'a pas parti à ma phase, il y a naissance, il y a une politique. Ça passe par les informations, la conception, la prédécision, la décision formelle. Il est ma phase, vous devez identifier qui est impliqué dans à ce niveau-là. Pour que vous fassiez lobby. Pour que vous bambiez, à l'exécution de la décision, il faut faire le suivi et la détermination d'un nouvel agenda, s'il y a un nouvel agenda. Donc, ni cycle. Bananzaka, bana récolter ma information, bana faire la conception, bana définir ma décision, bana faire la décision, qui bana exécuter la décision, qui bana recommencer pour autre chose. Donc, et nous, comme tout plaidoyer sur les thématiques qui nous concernent, nous devons être masqués sur cet aspect-là. Si nous sommes en train de parler des histoires de conflits, on devait être intéressé par exemple par la politique du gouvernement. Comment ils appellent ça? Samalukon. Alifanya politique du gouvernement. Cette politique-là, c'est un des éléments sous-bassement. Il y a travail, il y a quasi à plaidoyer. Parce que quand on a fait plaidoyer, on a commencé les documents et on a monné, voilà, c'était prévu que vous puissiez faire ça, ça et ça dans le cadre de la résolution du conflit. Mbitu y a désarmement et n'y a désarmement, c'est un élément. En quelque sorte, quelque chose qui te donne la légitimité, tu l'as dit. On aimerait savoir comment ça se passe. Alors, maintenant, langage d'influence. Je vais poser quelques questions à quelques personnes. Quand est-ce que quelqu'un te parle na wakati na kuongelesha, tu es capable de m'écouter na kumsikia? Lorsqu'il a de bons arguments, quand il maîtrise bien la matière, quand vous trouvez intérêt dans ce qui passe. Quand vous trouvez, quand il reconnaît son identité, mais aussi quand j'ai confiance à lui. Quand vous avez confiance en lui. Quand il est disposé à l'écouter. Pardon? Quand il est disposé à l'écouter. Apana, quand est-ce que tu... Mais justement, ma question, c'est quand est-ce que tu... Toi qui tu penses que tu peux l'écouter? Lorsqu'il parle, te convainc ou bien attire votre attention. Alors, te convaincre? C'est quand il te fixe. C'est quand il te fixe? Quand il parle avec courtoisie. Avec courtoisie. Quand il communique bien et sait se faire comprendre. Communiquer bien, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire communiquer bien? Quand est-ce que tu penses que quelqu'un communique bien avec toi? Quand il te fait comprendre. Quand par ce qu'il est en train de dire, je sais, mais toujours que il ne me complique pas la tâche de les comprendre. Il y a quelque chose que je cherche, que vous êtes en train... Quelqu'un peut... C'est quand il me respecte. Je ne peux pas venir te parler... Je peux te parler, Nico experte, hein? Namina Kongelesha très bien mon expertise yang, mais avec dédain, avec condescendance, avec. Donc ne négligez pas l'aspect respect. C'est très... Marqué, je peux retenir une chose. Tout le monde ne peut pas aimer tout le monde.
C'est pas possible, donc on ne peut pas. Tout comme de la même manière, c'est pas vrai. Mais tout le monde peut vivre avec tout le monde à une seule condition. Respect. Une personne qui aime une autre personne, des personnes qui s'aiment. Oh, bon, c'est mon mari, c'est ma femme. Je l'aime, il m'aime. Bila respect, il est amour à Ikokito. Mais nous pouvons ne pas avoir cet amour-là. Mais on se respecte. On vivra toujours ensemble. On sera toujours ensemble parce que on a compris comment se respecter et ne pas franchir la ligne de respect. Chaque fois que j'ai en face il est en face de moi ou je suis en face de lui, c'est une relation de respect. Dans la communication, c'est très important. Il faut mutu pour que akusiki ou kuye na des égards, une façon de faire, une manière de lui dire certaines choses. Il y a des choses, mon plaidoyer, il y a beaucoup de choses qui fâchent. On vient souvent avec des choses qui fâchent. Mais si tu viens avec des choses qui fâchent dans l'attitude de quelqu'un qui est fâché, tu risques de ne pas te faire écouter tout simplement. Ce n'est pas parce que tu n'avais pas... La question, ce n'est pas que ce que tu dis n'a pas de sens. Ce que tu dis a plein sens. Mais tu le dis tellement mal que... Donc, on doit faire attention à cet aspect-là. Si nous autres ici, nous avons besoin que quelqu'un, que les personnes qui sont en face de nous aient des égards pour nous, si nous cherchons qu'on ait des égards pour nous, nous devons savoir que nos interlocuteurs aussi ont besoin que nous ayons des égards pour eux. Alors, le langage d'influence. Comment faire pour attirer l'attention de quelqu'un? C'est en termes de votre attitude et de support. Les images. Si vous pouvez produire des images sur quelque chose pour lequel vous êtes en train de faire le plaidoyer, cherchez des images. Ça aide dans la communication. L'enthousiasme est plus puissant que la critique. Quand vous venez voir quelqu'un, comme on a pu en le critiquant, directement, on a moutia défensive. Moukisha moutia défensive, même pour les choses où vous auriez pu avoir des réponses, on a risqué pour ça. Le sourire. Tu parles avec quelqu'un, mon gueule chez la sourire. Inamupatia. Je ne sais pas qui a dit à nos femmes, il faut s'adapter au comportement de l'opposant. Enfin, je viens d'utiliser le terme de Philippe. L'opposant, ce n'est pas l'opposant du partenaire. Il faut également avoir des présentations variées. Vous devez savoir que pour niveau, il y a attention. Au-delà de 15 minutes, nous on a perdu d'attention. Donc il faut varier, façon on a dit adresser quoi tout. Il faut également lier les intérêts des personnes qui sont en train de décider ça. Je le dirai toujours, gagnant-gagnant. Et il faut utiliser le processus gagnant-gagnant. Maintenant, tu veux parler à quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, je pense que c'était Tchébéa ou je ne sais pas qui, pour savoir comment tout à l'heure on a gagné pour faire une note de plaidoyer. Wakati unataka kufanya note de plaidoyer, résumé yake nyo unapaswa fanya. Tu commences par donner des informations sur la question à laquelle tu es en train de parler. Mwile information unafanya énoncer des faits. Tunatokea chini tunampanda juu. Ensuite, tu dois motiver ce que tu es en train de dire. Dans ta motivation, tu vas donner envie aux personnes de pouvoir t'écouter. Il faut dire des choses pour que akuwe na capacité à kukusikia. Ensuite,
unapashwa kutafuta maelema za kumupersuade, et dans les éléments ya kumupersuade ukileta ma statistiques zenye ziko parlant ou ma image fulani fulani, parce que là tu as seulement énoncé les faits mais tu ne les as pas prouvés. Ma statistique inaweza kuletea ma preuve ya nani. Ensuite on a mentionné, on a incité ou le moutou à l'action en lui demandant, en mentionnant ce que tu demandes. Il faut être très clair sur ta demande. Tu cherches quoi exactement? D'accord? On commence par informer, on motive, on persuade et puis on incite à l'action. Ça se passe comme ça. Et dans la note, ça doit se voir comme ça. Tu n'es pas là? Alors, grande ligne, un message à plaidoyer. Les grandes lignes que nous devons avoir, c'est la présentation du groupe. On doit savoir, ce n'est pas un tract. On doit savoir qui mène le plaidoyer. On doit présenter le contexte, parler un peu d'une paragraphe, ça veut les moyens et la généralité. Ensuite, circonscrire le problème. Oui, les généralités, on a dit à ça sur le problème, le fait, et où on attaque à Mongele. Ensuite, tu donnes quelques exemples par rapport à la situation que tu es en train de dénoncer. Ensuite, tu montres la gravité. Avec ces exemples-là, montre la gravité. Il ne faut pas tout simplement se limiter à montrer la gravité sur la victime. Montre la gravité sur le pays. Montre la gravité sur tout le système. Montre même la gravité, comment ça peut affecter la personne qui est ton interlocuteur. Et cherche des éléments qui vont t'aider à voir ça. Ensuite, vous démontrez ce que vous pensez que le décideur a la capacité de faire. En fait, à la fin, vous faites maintenant votre requête. On a bien dans le cas de vos attributions, je sais que vous pouvez faire ça, ça, ça et ça. C'est pourquoi nous vous demandons pour nous de nous donner ceci ou cela. En fin de compte, il faut trouver des éléments qui le poussent à agir. Ou ce que tu n'as pas fait, où tu te limites seulement au tu as beau aimer ma nyumba balibalizia ma nyumba en tout cas biko banalala nje na batoto hivi kuko ba mama tabenye balizala mwile ma événement, ils ont tout perdu, ils n'ont plus rien, tunataka wao basaidi. Hawi ingali problème ya bali. Hawi allié les problèmes yabo na yeye. Il faut trouver une façon yakunani. Et nous avons compris que la dernière fois vous étiez à Bouéné et vous avez dit ceci, et l'électorat, il y a une électorat. Donc, essayez de montrer quel est le lien qu'il y a entre la personne chez qui vous êtes en train de faire une doléance avec le problème qui est en train de se poser. Il ne faut pas seulement poser, oh non, les jeunes filles sont discriminées, on ne les amène pas à l'école. C'est un faux problème. Mais on a engagé, on a SEMA, nous savons la bataille que vous avez dans votre projet de société. Il faut pour exiger un projet de société en bonne et due forme. Nous avons un document, on a un projet de société à bonne idée. Ma partie politique, Zaming a tué ce projet de société. Quand il y a un projet de société, on a changé d'attaque pour faire plaidoyer. Parce qu'il y a croire à quoi? Vous ne savez pas. Alors, nous devons trouver, chercher, plaidoyer, qui tout le monde fait une recherche. Donc, voilà un peu. S'il y a des questions, vous allez préparer ces questions-là. J'ai compris qu'il y a 6 groupes ici. Je vais vous demander de vous constituer dans les 6 groupes. Nous sommes réunis, Lucha Philippi et MNC, le mouvement national de folie. Notre plaidoyer porte sur... Nous sommes, vous ne nous dites pas. Donc c'est la réalité en ce moment. On peut tout devant comme un gouverneur, comme un âne ou un... Je suis là, le représentant du gouvernement. Ouais. Soit Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous sommes le mouvement citoyen, les organisations des jeunes de la République démocratique du Congo qui luttent pour l'avènement d'un état de droit pour tous citoyens
pourra recouvrir ses droits et vivre en toute liberté. Si nous sommes venus devant vous à ce jour, c'est pour plaider à cause d'une situation d'insécurité qui plonge la ville de Goma invivable. Premièrement, Excellence, c'est depuis nous des temps que la ville de Goma vit une criminalité à grande échelle, dont cela est justifié par les tracasseries nocturnes des agents de l'ordre, les phénomènes 40 voleurs, les tueries ciblées d'échangeurs de monnaie et motards, les kidnappings et enlèvements de personnes. Nous avons constaté que l'effectif important des agents de l'ordre est concentré aux particuliers, dont les autorités et certains opérateurs économiques au détriment des populations civiles. Cette situation instable, cette situation instabilise la ville, met en danger le vie des citoyens, crée le manque de confiance entre les autorités et la population, et tout cela profite à l'ennemi de la paix ainsi qu'elle affecte notre économie nationale. Après avoir effectué une descente et consulté toutes les parties prenantes, nous avions remarqué que depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à ce jour, plus de 83 personnes, des femmes, des enfants et hommes, ont perdu leur vie, dont le cas récent est celui d'un homme et son fils fusillés à Katoyi à 3 h du matin, dans leur domicile, sans aucune intervention des services de sécurité. Alors, quand se référant à nos textes légaux, aux articles 182 et 183 de la Constitution, nous trouvons que la police est outre sa mission traditionnelle, qui est celle de protéger les citoyens et leurs biens. Pour pallier à cette situation qui gangrène toute la ville et qui salit la vision du chef de l'État, qui est celui d'établir un état de droit où tout citoyen jouit de ses droits, nous vous demandons de former, équiper et punir les agents de l'ordre complices dans cette situation. Cela installera l'autorité de l'État et pourra servir de leçon aux inciviques qui voudront emboîter ses pas. Merci beaucoup, Excellence. Le Congo nous appartient à tous. Notre pays, la RDC, un pays placé au cœur de l'Afrique, à cheval avec l'Équateur. Par grâce, cette terre divinement bénie regorge des ressources naturelles qui la prédestinent à être la première superpuissance mondiale. Le Seigneur voulait que le territoire de la RDC jouisse d'un climat humide toute l'année afin que nous puissions de la nourriture tous les jours et que nos champs fertiles et bien arrosés puissent nourrir la moitié de la population mondiale grâce à ces 80 millions d'hectares de terres arables. Ce vaste territoire s'étend sur 2 345 409 km². En elle seule, la RDC possède la moitié des forêts et des zones de l'Afrique. La RDC seule possède un tiers de la réserve mondiale de cobalt et 70% du coltan mondial, dont elle est la plus grande productrice du monde. Elle est aux 6e position pour le cuivre, mais elle possède la 2e plus grande réserve de cuivre du monde et 30% des réserves mondiales du diamant. La RDC a le potentiel d'être le pays le plus riche du monde, avant même les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et la Chine. La ressource la plus précieuse de la RDC. Bien au-delà des terres et des minéraux, l'atout la plus précieuse de la RDC est sa jeunesse, y compris les enfants. La génération actuelle des jeunes est la plus importante de l'histoire de la RDC. Près de 70% des Congolais ont au moins 35 ans. On estime que 75% vont à l'école. L'éducation est le meilleur investissement pour la RDC. Le boom de la génération montante représente une opportunité de développement par le jeune. Les jeunes peuvent former une main d'œuvre pour stimuler le développement et une armée forte pour protéger
les 10 730 km des frontières nationales et les 80 millions de Congolais et les ressources naturelles immenses contre les contemporains aux ambitions insondables. Comment est-il possible que le système scolaire chrétien de la RDC ait été incapable de produire des leaders intègres, compétents et visionnaires au cours de 2 générations passées? À part la pauvreté et la corruption, la RDC est également un pays de génocide oublié. Elle a le plus souffert de la conspiration du SILAS. Depuis sa création en 1885, la situation des droits de l'homme en RDC a toujours été une affaire épineuse. On peut entendre les cris qui viennent de tous les coins de cette terre de léopard, qui signifie le sas. Donc, léopard, c'est le sas qui nous Congo. Notre vision écoterme de ce passage à l'Institut ou bien à l'école primaire, chaque membre de la communauté sera enflammé pour Dieu, transformé pour mener une vie positive, transformer ses pairs, la famille, la société et la nation. De ce fait, la place d'un agent psychosocial ou bien l'aumônier est très importante au sein de nos institutions scolaires pour amener les membres de la communauté scolaire à un changement positif. Grâce à cette transformation, notre jeunesse sera un atout pour la RDC tel que signalé dans les lignes citées précédemment. Néanmoins, l'agent psychosocial ou l'aumônier qui est censé faire ce travail de transformation au sein de nos écoles n'est pas reconnu par l'État congolais. Nous proposons à l'État congolais d'inclure l'agent psychosocial sur les listings de paix des agents scolaires. Vu l'importance de son apport pour le changement positif de la jeunesse, qui est la colonne vertébrale de la nation congolaise, nous disons et nous vous remercions. Nous sommes devant vous, Monsieur le Président de la République, Excellence. Oui. Vous présentez notre note de plaidoyer qui porte sur la recrudescence de l'insécurité dans la province du Nord Kivu. Vous savez, Monsieur le Président, que la Commission interprovinciale d'appui au processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire, de DRC en sigle, est une structure créée par arrêté interprovincial des gouverneurs du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cet organe est chargé de sensibiliser les groupes armés sur le désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire en vue de contribuer à la restauration de la sécurité dans les dépôts. Au cours de ces dernières années, la République démocratique du Congo a connu une longue période de conflits nationaux et régionaux, surtout dans sa partie est, qui ont entraîné la destruction du tissu socio-économique du pays. Et pendant cette période, il y a eu naissance des groupes armés actuellement qui sont évalués aux environs de 128 groupes armés actifs et qui influencent l'enrôlement massif des jeunes dans ces mouvements rebelles. L'histoire récente de la RDC a été marquée par de longues années de mauvaise gouvernance et de conflits. Depuis lors, le Nord Kivu connaît une succession de guerres interethniques entre les Hutus, les Nandais, les Tutsis, les Houndés, etc. Et qui ont brisé tous les secteurs de production de la province. C'est depuis 1994, Monsieur le Président, avec l'arrivée
des réfugiés rwandais, entraînant l'instabilité de la population dans la province du Nord Kivu, qui a vécu plusieurs déplacements massifs suite aux guerres à répétition. À cela vient s'ajouter la guerre de libération AFDEL et des rébellions à répétition CNDP, M23, les groupes armés à base communautaire, dont les Maïmaï, les Nyatura, etc. Sans oublier les groupes armés étrangers tels que les FDLR et les ADF NALO qui massacrent les populations à Beni. Vous êtes sans ignorer, Monsieur le Président, la province du Nord Kivu n'est pas épargnée de cette situation, surtout que cette zone reste une proie visée de toute atrocité et autres formes de violence parce qu'elle est la porte d'entrée est frontalière avec les pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda. La recrudescence des conflits armés a eu comme conséquence l'exacerbation des tensions internes associées aux violations des droits humains. Il y a eu des tueries, des meurtres, viols, pillages, arrestations arbitraires, enrôlement des jeunes dans des forces négatives et déplacement massif de la population à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Les populations locales se sont vues en situation de possession de leurs actifs moyens de survie. Et cela à cause des groupes armés, présence des gangs, banditisme, destruction de cohésion sociale, violence, ainsi de suite. Ainsi donc, la couche sociale essentiellement composée de jeunes filles et garçons, femmes et hommes et vieillards, groupés sous cette violence qui souffre de tous bords au Nord Kivu. À cet effet, Excellence, Monsieur le Président, la SIAP DDRC vous présente notre requête résumée comme suit. Nommer dans un bref délai les animateurs du processus DDRC, réunir tous les seigneurs de guerre, créer une structure spécialisée chargée de la réconciliation qui doit jouir d'une autonomie financière et administrative et placée sous l'autorité du président de la République et l'accompagnement de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Matérialiser le programme de DDRC en mettant en place les centres de transit et d'encadrement des ex-combattants en reddition. Disponibiliser les fonds pour maintien du programme de désarmement et réinsertion communautaire et sociale. Renforcer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. Procéder à la réforme du secteur sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Traquer tous les récalcitrants au programme de désarmement jusqu'à leur dernier retranchement. Sinon, Batagiona Bambaya, nous vous remercions. Faites à Goma aujourd'hui par la SIAP DDRC. Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Nous sommes une représentation des jeunes victimes des tracasseries des agents de l'ordre pendant les patrouilles nocturnes dans la ville de Goma. La province du Nord Kivu, depuis quelques années, traverse un contexte de conflit caractérisé par des mouvements
des groupes et bandes armées. Et que cette situation plonge les populations dans un état de désespoir, un écart considérable entre les institutions et les administrés. Une confusion grandissante s'installe. Les actions posées par ces institutions sont considérées inefficaces par les administrés. Dans la ville de Goma, une situation d'indiscipline et de la méconduite des agents de l'ordre pendant les patrouilles nocturnes s'aggrave, en l'occurrence les tracasseries. Ainsi, plusieurs cas de figure renseignent sur la résurgence des tracasseries pendant ou lors des patrouilles nocturnes, à savoir Jemima, une jeune fille résidente du quartier Keshero, pendant une nuit aux environs de 19h, heure locale, a-t-elle dit. On était avec d'autres personnes, d'autres membres de la famille et avons rencontré des policiers autour de 4 et nous ont pris des téléphones portables et tout l'argent qu'on avait. Et leur principe était, si tu es une femme, donne le téléphone et pars. Et si tu es un homme, donne le téléphone et reste assis. Un autre cas excellent, c'était à 1h du matin. Un groupe de civils et soldats sont arrivés dans notre maison. Les civils bandits sont armés, sont entrés et les prisonniers soldats étaient restés dehors. Ils étaient en tenue militaire et aussi armés. Ils n'ont pas pu prendre quelque chose dans notre maison, mais chez les voisins, ils ont volé. En 2015, vers 19h, on était à 2 minutes d'un téléphone et une batterie. Un policier a pris par force notre téléphone et la batterie. Ils étaient au nombre de 7. En 2020, je me rendais à Don Bosco pour déposer quelqu'un. On était à 4 au total dans le véhicule. Et après avoir déposé la personne, de retour, les policiers nous ont pointé leurs armes et prendre notre argent. Il se présente dès lors une nécessité de conduire les stratégies nécessaires pouvant permettre à renforcer les mesures de contrôle et de conduite des agents de l'ordre pendant ou lors des patrouilles nocturnes. Considérant que les lois de la République, notamment la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 16 qui dispose, la personne humaine est sacrée, l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1799 à son article 4. La liberté consiste à tout ce qui ne nuit pas à autrui. La Déclaration universelle des droits de l'homme à son article 13 alinéa 1er. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Nous vous demandons à cet effet de prendre les mesures nécessaires pour la conduite des agents de l'ordre lors des patrouilles nocturnes, de mettre en place des sanctions disciplinaires renforcées à l'encontre des agents de l'ordre qui violeraient les règles de conduite lors ou pendant les patrouilles nocturnes. Assurer en fait une bonne supervision des équipes conformément aux axes de déploiement. La sécurité reste en effet une urgence pour une stabilité sociale, la construction de la paix, la tranquillité publique, pouvant permettre d'assurer l'efficacité de vos actions et une collaboration rapprochée entre les administrés et les institutions sous votre gouvernement. Espérant à l'intention que voudrez-vous toujours accorder aux initiatives de la jeunesse, notamment la lutte contre les antivaleurs, qu'il vous plaise d'agréer, votre Excellence, la voix haute de la jeunesse. Merci beaucoup. Bonjour, Excellence, ministre de la Santé publique. Bonjour. Nous avons la grâce d'être reçus par vous afin de vous présenter ce qui est dans nos mains. En fait, nous sommes des parents, c'est-à-dire la jeunesse sont nos enfants, sont nos frères, sont nos sœurs. Nous sommes encadreurs de jeunes et formateurs de jeunes. Et nous sommes aussi membres de la commission de la justice sociale à la création de la CDK, une église dont l'un des rôles
est de promouvoir la moralité et l'éthique dans la société congolaise, notre très cher beau pays. Alors pour ce qui est de la production, parce que notre sujet, ou soit la demande dont nous apportons, ça concerne la problématique sur la production et la vente de produits de boissons alcoolisées, fortement alcoolisées dans la province du Nord Kivu. Alors, pour ce qui concerne la production, nous vivons dans une province qui a plusieurs entreprises de production de boissons fortement alcoolisées depuis moyennement 10 ans. Pour ce qui concerne la vente, nous pouvons le constater, et je crois que, cher ministre, vous êtes témoin, que quand vous suivez la publicité aux médias, radio et télévision, sur 10 publicités, 7 sont des boissons fortement alcoolisées. Et dans chaque quartier de la ville de Goma, nous pouvons vraiment les confirmer que nous avons des débits de boissons, de ces boissons fortement alcoolisées. Les conséquences sont nombreuses. Nous pouvons citer la barbarie et violence, la délinquance juvénile, la dépravation de mœurs, le taux de maïbob augmente, la criminalité, j'ajoute les accidents de circulation dus à l'ivresse, le vol massif, 40 voleurs par les jeunes en majorité, les maladies dues à la consommation excessive de boissons fortement alcoolisées et les taux élevés de la mortalité des jeunes qui commencent à augmenter dans notre province. Alors ceci ne se justifierait pas le fait que les statistiques d'une étude faite en vue de Goma demandent les résultats en termes de conséquences de la manière suivante. Pour les dommages somatiques ou physiques causés par la prise de boissons fortement alcoolisées sont estimés à 27,4% pour les cas de traumatisme et 23,9% pour les cas de cirrhose de foie. Les dommages psychiques sont évalués à 54,2% pour les cas de la perte de connaissance. Et les cas les plus criants sont liés aux problèmes en famille. Il s'agit particulièrement des injures, à insultes dues à l'état d'ivresse, la perte de personnalité et bien plus l'abandon scolaire, bref, un déficit moral démesuré. Ces cas sont estimés à 31,4%. À vue de ce qui précède, il serait possible d'affirmer que dans les 10 prochaines années, la province du Nord Kivu n'aura pas de cadre politique, économique, scientifique et spirituel capable de continuer à gérer cette province sur tous ces plans, parce que leur psychique, leur mental, leur capacité sera déjà détériorée par ces boissons fortement alcoolisées. En continuant, heureusement, dans notre constitution, dans la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes de l'organisation publique au titre 16 chapitre 3 article 124 à 126 stipule que ça donne autorisation aux entreprises qui fabriquent les boissons alcoolisées des produits, les licences, des produits dans notre pays. Mais heureusement, ça demande au ministre de Santé publique dont vous êtes de faire un arrêté qui va réglementer l'applicabilité de cette loi sur terrain. Alors voilà pourquoi nous sommes venus auprès de vous. Nous sommes venus auprès de vous afin de vous demander que comme l'arrêté est en cours dans votre bureau afin que cette loi soit appliquée ici dans notre pays, surtout dans notre province, nous vous prions que dans l'article, dans l'arrêté que vous allez faire, que vous puissiez réglementer que les entreprises puissent certainement produire les boissons alcoolisées, mais avec le taux d'alcool ne dépassant pas 5%. Alors, une fois cet arrêté est sorti, ça ne touchera en rien les recettes de l'État, parce que les entreprises vont continuer à fonctionner, ces entreprises-là, mais aussi sans pour autant permettre à la jeunesse, l'avenir de notre pays, sa destruction. La jeunesse sera le futur leader qui vont continuer les œuvres que, cher ministre, vous êtes en train de faire aujourd'hui. Si vous le pratiquez, vous ne faites pas sortir cet arrêté de cette manière, voyez-vous, tout ce que vous êtes en train de faire maintenant, ça n'a pas 5 ans, ça n'a pas 10 ans, tout sera réduit et personne ne va le continuer. Alors, le ministre, vous pourrez sauver toute une nation sans pour autant nuire aux intérêts des entreprises de production de besoins alcoolisés. Et votre mandat, le mandat du ministre et députés qui sont non lobbying, auront un bilan positif à présenter au peuple aux prochaines élections. Nous disons et nous vous remercions. Merci.
Je réponds au nom de John Hannibal. Je suis militant au sein du mouvement citoyen La Lucha. Notre présence ici, c'est pour participer dans un atelier que nous avons commencé depuis hier. Nous venons de finir aujourd'hui. Et cet atelier, c'était pour que nous puissions, en tant que de citoyens qui pensent que nous devons changer notre pays, on doit tenir compte d'autres personnes avec lesquelles nous travaillons. Surtout que nous sommes un mouvement citoyen et ça arrive que lorsque nous organisons nos différentes actions, que nous nous rencontrons dans des situations où nous sommes obligés de plaider, d'aller rencontrer les autorités des différentes organisations afin que nous puissions apporter en fait nos propositions ou nos actions que nous sommes en train de mener sur le terrain. Moi-même, je viens d'apprendre beaucoup de choses comme d'autres personnes qui ont participé dans cet atelier. Nous venons d'apprendre surtout beaucoup d'éléments sur le plaidoyer parce que, comme je suis en train de dire, on vient de nous former, on vient de nous outiller encore sur le plaidoyer. Et donc aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous sommes vraiment outillés par rapport au plaidoyer. Et avant, c'est vrai, on organisait des actions, on pouvait se rencontrer avec des autorités, mais avec cette formation, nous venons d'apprendre d'autres choses. Et donc, nous pouvons être capables de comprendre que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour que nous puissions voir des autorités comme nos adversaires, mais les autorités, ce sont des gens, des personnes qui peuvent aussi participer dans l'action que nous sommes en train de mener. Les actions que nous faisons, c'est pour la communauté, c'est pour notre pays. Et donc, nous devons comprendre que si nous avons une action que nous avons définie, nous sommes en train d'implémenter, que cette action, nous-mêmes ne pouvons pas y arriver. Mais une fois nous sommes en train de conjuguer avec les autorités, avec d'autres forces vives, ensemble nous pouvons trouver des solutions. Et donc vraiment cette formation vient de nous apprendre beaucoup de choses. Un autre élément de ce que nous venons d'apprendre est que ça peut arriver que en tant que des citoyens congolais, nous n'arrivons pas à bien mener notre plaidoyer, mais avec d'autres peuples ou avec d'autres citoyens des autres pays, nous pouvons arriver à influencer parce que le monde est en train d'évoluer et donc on ne peut pas croire que nous-mêmes nous allons changer le Congo, mais lorsque nous allons considérer aussi d'autres citoyens qui sont peut-être dans d'autres pays et conjuguer avec SAP, nous aider à changer et à trouver des solutions aux différents problèmes que nous sommes en train de vivre dans notre cher Congo. Je pense que c'est ce que j'ai appris et ensemble nous allons continuer à développer d'autres stratégies afin que nous puissions prendre cette notion de plaidoyer comme notre arme de bataille. Mais le dernier élément que je voulais juste ajouter, c'est par rapport à l'organisateur. Nous sommes en train de les remercier d'avoir organisé cet atelier parce que au Congo, ce n'était pas facile avant de trouver des gens qui pourraient penser que nous devons rencontrer d'autres citoyens, les outiller. Ce n'est pas seulement aller mener des actions sur le terrain, de manifestations, mais on doit aussi apporter la réflexion dans ce que nous faisons. Ça veut dire une action sera efficace lorsque nous ajoutons aussi la réflexion dans ce que nous faisons. Et avec cette formation, avec cet atelier, on vient de comprendre cela. Et ici, nous sommes déjà outillés sur la matière de plaidoyer. Merci. Moi, c'est Esther Karamboka Bunga. Je suis aumônier chargé de l'écoute de l'Institut Majengo.
Je suis venue à la formation sur le plaidoyer et je suis très contente, très ravie de joie parce que je suis maintenant capacitée et outillée sur la matière, sur le plaidoyer parce que j'ai travaillé sans savoir comment y aller, des stratégies. Mais maintenant, au lieu de m'outiller, de mes capacités, je peux alors bien travailler. Donc cette formation sera pour moi un outil valable parce que j'ai maintenant des atouts. Je peux alors faire le plaidoyer. Je peux maintenant distinguer, différencier le plaidoyer et le lobbying. Vraiment, je dis merci, je remercie beaucoup la JPA ici pour cette formation qui m'a très beaucoup béni, et beaucoup animé, mais aussi qui m'a aussi édifié davantage et je sais que ça va m'aider dans mon travail, dans ma carrière d'écoute. Je dis et je vous remercie pour ça. Merci. Dans le cadre de votre travail d'écoute, en quoi est-ce que le plaidoyer sera vraiment essentiel? Dans le cadre d'écoute. Oui. Des éléments qui sont nécessaires, qui sont pratiques, que vous pensez pouvoir utiliser. Oui. Ok. J'espère dans mon ministère, carrière d'écoute, surtout dans mon centre d'écoute, je reçois plusieurs personnes qui viennent me parler de beaucoup de choses. Je les écoute, je trouve que ce sont des personnes tantôt de vulnérables qui sont des sans-voix. Et je trouve que dans cette formation, je trouve que je peux devenir la voix des sans-voix et je peux être en mesure même de plaider leur cause. Je suis maintenant outillée, voir comment y aller, savoir qui est au juste le cible qui peut aider ceux-là que je reçois dans mon centre d'écoute. Alors vraiment, je remercie beaucoup. Mais je trouve que même le plaidoyer ici ne concerne pas seulement pour les élèves, pour même les enseignants, et pour d'autres aumôniers, même pour notre service d'aumônerie, il faut toujours des plaidoyers. Et dans notre vie pratique, je trouve que vraiment le plaidoyer, ça peut s'exécuter, ça peut se pratiquer sur tout point de vue, tout le domaine de la vie. Je trouve que vraiment c'est une matière qui est digne et c'est une matière qui vaut la peine d'être. C'est pourquoi vraiment je dis merci pour cet outillage. Et merci beaucoup pour cette capacitation. Ça me donne encore des atouts de plus. Donc, représentant des clubs de paix, nous disons merci à la coordination de la JPA ici pour l'organisation de cette activité, cet atelier de formation sur les plaidoyers. Comme on nous a dit qu'il faut savoir ses droits pour savoir les plaider. Et nous, en tant qu'artisans de la paix, nous devons savoir d'abord nos droits et savoir les plaider. Souvent, on manque nos droits parce qu'on a mal plaidé ça ou parce qu'on a mal procédé. Alors, on vous remercie infiniment. On a des jeunes qu'on a laissés à nos paroisses et dans nos écoles. On ira les restituer de la manière et nous demandons à la coordination de penser encore et encore en fait d'enrichir notre capacité intellectuelle parce qu'avec ça, c'est encore impliqué sur notre vie, sur notre leadership. Et vraiment, merci infiniment. Et que ça ne puisse pas être la dernière fois, que ça puisse être au moins par période, parce que la jeunesse a besoin d'être nourrie mentalement et ce n'est pas des formations par des ateliers. Et nous sommes vraiment contents que Dieu bénisse la coordination.